à l'invitation du MIL et de l'UNI. Je m'excuse donc pour les personnes, quelques personnes qui vont se retrouver debout, qui vont pas être dans des... installés confortablement. On a eu un souci informatique, un bug, et il y a eu un fichier d'écrasé. Il y a eu un fichier d'écrasé, on a renvoyé un deuxième mail, certains ont répondu, d'autres, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu répondre sûrement, mais ils ne l'ont sûrement pas reçu. Donc ce qui explique que la salle ce soir soit bondée. Et il était trop tard, en moins de 8 jours, de changer d'hôtel et de trouver une salle plus grande. Donc bon, je pense que maintenant tout le monde est à peu près rentré. Je remercie les plus jeunes de se tenir dans le fond debout, je sais que c'est inconfortable, je vais venir vous rejoindre. Hein. Voilà. Il reste il y a encore quelques places, bon, on va les combler. Je voulais simplement, je sais qu'il y a des gens qui viennent de loin. Est-ce qu'il y a des gens de Niort, est-ce qu'ils sont arrivés? Bon, bah, vous êtes pas être 5? Ah bon, d'accord. Bon, bah ça va, c'est bien. Non, parce que vous m'aviez dit, je m'étais engagé vis-à-vis de vous à vous accueillir. Hein. Donc l'équipe, je voudrais remercier tout d'abord l'équipe du MIL qui m'a aidé pour cette organisation. On ne croit pas, mais c'est du boulot d'organiser notre conférence. Donc ça va de monter la sono. Je remercie la personne qui m'a monté la sono, etc. Je voudrais également remercier le président de MGFE. Alors c'est une petite association gaulliste, ça, qui m'aide, donc qui s'appelle Modernité du gaullisme de la France et de l'Europe, et qui m'apporte un soutien logistique dans toutes les organisations que l'on peut faire. Hein. Je voudrais également remercier, ça me fait chaud au cœur, les gens de la Manif pour tous qui se sont déplacés. Alors, nombreuses. La présidente est là en face de moi. Fabienne, la vice-présidente, il me semble que je l'ai vue quelque part. Elle a, bon d'accord, c'est pas grave, elle est là. Hein. Et puis également, j'ai pas vu Soline arriver. Elle va arriver, donc non, Soline n'est pas arrivée, je croyais que c'était Soline qui arrivait. Hein, donc voilà, je suis très content que vous ayez répondu à notre appel. Je remercie également une autre association qui s'est déplacée nombreuse, c'est le Cercle des Grains de Sable. Hein. Et puis, maintenant, je voudrais me retourner vers Olivier. Je voudrais le remercier d'avoir répondu à son invitation. Quand je l'ai contacté, on s'est vu à Paris, on s'est croisés. Ça a demandé 30 secondes pour qu'il me donne son accord. Voilà, donc ça c'était au mois de novembre, je crois. Après, il fallait caler une date, c'était pas toujours le plus simple. Hein. Donc voilà, ce que je voulais dire, alors, cette réunion s'était faite à l'initiative de l'UNI et du MIL. Le MIL, c'est le mouvement initiative, le mouvement Initiative et Liberté, dont je suis donc le délégué dans la Vienne. Et ce mouvement, c'est un mouvement qui ne présente pas de candidat aux élections, qui est uniquement un mouvement d'idées. Et nous, au MIL, comme à l'UNI, on s'est retrouvés dans ce combat des valeurs qui a été porté par la Manif pour tous. C'est vrai qu'on est dans ce mouvement depuis le début, et quand il y a eu cette nouvelle manifestation ce début d'année, on m'a recontacté, on me dit « mais est-ce que vous êtes partant ?» et tout. Ah ben, je dis au contraire, on est à côté de vous, et on va continuer à vous aider. Donc on apporte un soutien également logistique à la Manif pour tous. Hein, voilà. Hein. Donc on est heureux de porter ce combat sur les valeurs. Alors je suis très content aussi ce soir, pour une autre raison, on est rassemblés, toutes sensibilités politiques confondues. Je vais m'expliquer. Ce soir, il y a des gens qui sont gaullistes. Il y a des gens qui n'y sont pas. Il y a des gens qui sont royalistes. Il y a des gens qui n'y sont pas non plus. Et ben, on a un combat, et ce soir, on arrive à le porter ensemble. Et ce combat, il n'est pas porté par des appareils politiques. Je m'étais mis un papier, excusez-moi, mais je n'ai pas été pas peur. Mais ce n'est pas des appareils qui l'ont initié, ce mouvement. Il vient du peuple. Et c'est pas souvent qu'on a un mouvement qui vient du peuple, donc j'espère qu'il va continuer. Et puis je vais terminer juste par une annonce. Il y a une conférence qui va se dérouler le 1er mars, je vais prendre le petit papier, qui est organisée par l'association Devoir de mémoire et du souvenir, et donc en présence du secrétaire général national de la Fondation de la France Libre, c'est monsieur Thierry Terrier, et donc l'animateur en sera monsieur Marbeau, qui est un ancien cadet de la France Libre. Voilà, donc vous serez les bienvenus. Donc cette manifestation aura lieu le samedi 1er mars à, oui c'est ça, 2014, à 15h. Et bien maintenant, on ne va pas prendre de retard et je laisse la parole tout de suite à Olivier, donc qui est le président du LI, également le porte-parole de la théorie du genre. Merci Olivier. Merci à tous. Merci beaucoup, merci pour l'accueil et l'organisation.
Merci à tous d'être présents. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud. S'il y en a qui si à un moment donné la chaleur humaine est trop forte, on essaiera d'ouvrir un petit peu. L'objectif de l'Observatoire, donc pour présenter un petit peu en quelques mots, donc je suis président de l'UNI. L'UNI, c'est un mouvement étudiant, universitaire et lycéen. C'est important puisqu'en fait, c'est comme ça qu'on a connu la théorie du genre. Puisqu'on joue le rôle de syndicat et Vincent Payon est obligé de nous convoquer pour tous les projets et de nous consulter sur tous les projets. Donc ça nous a amené à connaître très en amont certaines des mesures, et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment toutes les mesures concernant l'éducation à la sexualité, puisque on a été membre des groupes de travail qu'a lancé Vincent Payon. Deuxième élément pour présenter, donc l'Observatoire, on l'a lancé au mois de février 2013, et très rapidement, on y reviendra tout à l'heure, ça s'est développé parce qu'il y avait un besoin d'information, il y a quelque chose qui était quand même assez difficile à comprendre. Et puis dernier élément, je suis directeur du Centre d'études et de recherche universitaire, qui est un think tank, et effectivement depuis 2008 je suis chercheur en sciences de l'éducation. Donc voilà un petit peu la présentation. Pourquoi parler de la théorie du genre, et surtout aujourd'hui, au moment où le ministère nous dit tous les jours que c'est une rumeur, que ça n'existe pas, où malgré le fait que ça soit une rumeur, il passe son temps à supprimer des pages entières sur les sites internet des associations et du ministère, on a une impression de grande confusion, surtout quand on parle de théorie du genre. Certains nous disent qu'il faut parler d'idéologie du genre, d'autres nous disent que la théorie du genre, ça n'existe pas, qu'il n'y a que des études de genre. En fait, tout ça existe. Tout ça est très confus, et cette confusion, c'est pas quelque chose qui est finalement une erreur de leur part. C'est quelque chose de voulu dès le départ, puisqu'Éric Fassin, qui est aujourd'hui en France le porte-drapeau de la théorie du genre, qui est sociologue à l'université Paris 8, dit que le principal objectif de la théorie du genre, c'est de rendre confus ce qui est évident, et notamment la différence des sexes. Cette confusion est pour eux une véritable arme, puisque c'est quelque chose qui, pendant des années, leur a servi un petit peu de camouflage. Tant que c'était confus, c'était très difficile de mobiliser les Français, les parents, contre une théorie qu'on ne comprend pas. Contre quelque chose qui paraît tellement surréaliste, tellement quelquefois même ridicule, et on y reviendra à travers certains exemples, que finalement, les Français se disent ça ne peut pas arriver, quoi. On est quand même dans un pays à peu près civilisé, et on ne peut pas avoir des choses de ce style. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est d'essayer dans un premier temps, de vous expliquer un petit peu quelles sont les origines de cette théorie, comment elle s'est développée, et puis, dans un second temps, de regarder les concrétisations de cette théorie, notamment à l'école, puisque c'est le sujet aujourd'hui d'inquiétude numéro 1. Alors, les origines de la théorie du genre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie du genre, c'est quelque chose qui a deux racines principales. La première racine de la théorie du genre, c'est une racine marxiste, puisque très tôt, un des fondements de la théorie du genre repose sur ce qu'on a appelé les Women's Studies, qui sont les études féministes très influencées par les écrits marxistes. Notamment par les écrits de Engels, qui dès 1884 écrit dans un livre qui s'appelle L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, la première opposition de classe qui se manifeste dans l'histoire coïncide avec le développement de l'antagonisme entre l'homme et la femme dans le mariage conjugal. Cette volonté de opposer de façon irréconciliable l'homme et la femme, c'est quelque chose qui est finalement d'origine marxiste. Certains marxistes vont essayer de remplacer la domination du capitaliste et de l'ouvrier par cette domination homme-femme, puisque pour pour eux, c'est fondateur. La première ministre soviétique de la famille, qui est aussi une grande théoricienne féministe, qui s'appelle Alexandra Kollontai, va aller encore un petit peu plus loin. Il a encore posé une des premières graines de la théorie du genre en disant « les femmes doivent être retirées de la reproduction pour être mises à la production ». Cette idée-là, on va la retrouver encore aujourd'hui dans les principaux travaux des militants du genre, qui vont considérer effectivement que la libération de la femme passe nécessairement par, j'y reviendrai tout à l'heure, par la reproduction artificielle et par le fait qu'il faut libérer la femme de la reproduction. Deuxième élément qui est toujours dans cette idée marxiste, c'est que finalement on va coller de façon très basique
les concepts qu'on connaît en économie marxiste, c'est-à-dire la domination, la maximisation du taux de profit, on va les coller à la vie intime. Et on va avoir une anthropologue qui s'appelle Paola Tobey, qui va dire très rapidement « L'hétérosexualité est un dispositif historique de gestation sociale de la reproduction. » Et là, on a un premier glissement qui va être là aussi fondateur de la théorie du genre, c'est qu'on va passer de l'opposition homme-femme à une opposition hétérosexualité-homosexualité. Pour elle, l'hétérosexualité monogame et reproductive fonctionne comme une domestication de la sexualité des femmes, les exposant maximalement au coït reproducteur. On est sur quelque chose qui est un pur copier-coller de la théorie économique, puisque la maximisation du taux de profit, c'est un concept économique marxiste, et bien là, on va le coller à quelque chose qui est lié à l'intime, et on va, à partir de ça, baser des concepts économiques à la vie familiale, à la vie intime. Ça, c'est la première racine, donc ce sont les racines marxistes des Women's Studies, et puis, très rapidement, pour aller un peu vite, on va arriver à celle qui est considérée encore aujourd'hui comme la véritable pionnière de la théorie du genre. Monique Wittig. Alors, on peut pousser un grand cocorico parce que Monique Wittig est une Française. C'est une Française. Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de la théorie du genre, c'est que ce n'est ni une scientifique, ni une médecin, ni même une sociologue. C'est une romancière. Et ça explique beaucoup de choses. Romancière militante, qui a été une des leaders du MLF dans le milieu des années 60, et qui était aussi membre d'un groupe révolutionnaire qui s'appelait les Gouines Rouges. Et rien que le nom, effectivement, montre un petit peu le concept qu'elle va. Et elle va reprendre en fait ces idées marxistes en les radicalisant encore un petit peu plus, puisque pour elle, elle va reprendre ce qu'elle appelle le concept de sexage, c'est-à-dire l'esclavage par le sexe. Et pour elle, l'oppression systématique se fonde sur une exploitation, l'assignation des femmes au travail de reproduction de l'espèce. Et là encore, on retrouve déjà cette première volonté, et on retrouvera ça encore dans les écrits très contemporains qu'on a derrière. Et donc, face à cette oppression, pour elle, il y a un seul moyen de dépasser cette opposition. La seule issue possible au système d'oppression hétérosexiste, qui assure la pérennité du rapport d'appropriation des femmes et de leur travail, il faut le chercher dans le lesbianisme. Et effectivement, elle va dire très clairement, et d'ailleurs ça va être un des motifs de tension très forte dans les mouvements féministes français des années 60, pour elle, les femmes hétérosexuelles ne sont pas des femmes, puisqu'elles coopèrent avec l'ennemi, l'homme. Et que du coup, ça aussi, on le retrouvera assez rapidement, et donc Monique Wittig va être la pionnière de la théorie du genre. Ça, c'est la première racine qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de la théorie du genre, c'est cette volonté d'opposer hommes et femmes dans un rapport de domination, et de penser que seule la sortie de la reproduction peut libérer les femmes. Deuxième origine, deuxième racine, c'est les travaux qui ont été conduits dans les années 50 sur l'ambiguïté sexuelle. Alors qu'est-ce que l'ambiguïté sexuelle? Il faut se rappeler que l'ambiguïté sexuelle, c'est une pathologie, et donc pour ça, il faut se rappeler un tout petit peu ce qu'est le sexe biologique, puisque très souvent, pour ceux qui ont des connaissances, qui ont leur cours biologique qui sont un peu loin, on ne se rappelle pas forcément que c'est 4 indicateurs qui déterminent le sexe d'une personne. Ces 4 indicateurs sont l'anatomie, le fait d'avoir un pénis ou un vagin, les gonades, le fait d'avoir des testicules ou des ovaires, les hormones, le fait d'avoir de la testostérone ou de l'œstrogène, et la génétique, le fait d'avoir un karyotype XY ou XX. Il arrive, dans certains cas, que ces 4 indicateurs ne soient pas cohérents entre eux. C'est ce qu'on appelait il y a quelques années les hermaphrodites, et ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants intersexes. À la naissance, certains enfants n'ont pas totalement une cohérence des 4 indicateurs, et donc il y a ce qu'on appelle une ambiguïté. Il y a un premier combat politique chez les militants du genre, c'est quantifier ces cas-là. Les médecins aujourd'hui nous disent que les cas d'intersexualité existent à raison d'une naissance pour 4000. Les militants du genre les plus timides et les plus modérés disent que c'est 1%. Et les plus extrémistes, et les plus français d'ailleurs, c'est des Français, disent que 25% de la population est intersexuelle sans le savoir.
Donc vous, dans la salle, comptez-vous, il y en a au moins 1 sur 4 d'entre vous qui ne sait pas. Mais et donc les travaux sur cette base-là, les travaux, on a 2 travaux importants dans les années 50. Ce sont les travaux de John Monnet, le professeur Monnet et le professeur Stoller, qui tous les deux vont être des précurseurs du travail sur l'anatomie sexuelle. Le premier, c'est John Monnet, qui est un professeur néo-zélandais d'origine qui va travailler surtout aux États-Unis à l'hôpital John Hopkins et qui, lui, est un spécialiste des intersexuels, c'est-à-dire des enfants nés avec une ambiguïté. Et il va écrire sur cela dès 1955. Et Robert Stoller est un autre psychiatre américain qui, lui, est le premier spécialiste des transsexuels. Et ces deux universitaires américains vont avoir un peu la même intuition. Cette intuition va consister à penser que, à la naissance, les enfants sont neutres et qu'on peut leur assigner un peu le genre qu'on veut à partir d'un travail sur la psychologie de l'enfant, sur son éducation, avec un traitement hormonal qui va bien et avec une opération chirurgicale. Et notamment, John Monnet va être celui qui va aller le plus loin, puisque Monnet va théoriser cela très tôt dans sa thèse, et il va une thèse qui concerne essentiellement les enfants intersexes, mais il est convaincu que finalement tous les enfants, même ceux qui ne naissent pas avec cette ambiguïté génétique, sont neutres avant 24 mois. Et heureusement pour lui, au moment où d'ailleurs ses premiers écrits sont contestés, il va avoir un cas qui va se présenter à lui, qui va être l'expérience de sa vie. Ce cas, aujourd'hui, il est un peu plus connu depuis quelques semaines, mais il a été méconnu pendant des années. C'est le cas des jumeaux Reimer. Ce sont 2 petits enfants, 2 petits garçons, qui sont nés, Bruce et Brian, qui, en 1966, ont tous les 2 un problème pour uriner. Et à 9 mois, leurs parents sont obligés de leur faire subir une circoncision médicale. Le premier petit garçon, Bruce, passe sur la table d'opération et malheureusement le chirurgien utilise le mauvais instrument et brûle irrémédiablement le pénis de l'enfant. Les parents vont chercher pendant plusieurs mois comment faire, consulter de multiples médecins et au bout de presque 1 an, ils vont entendre à la télé parler de John Monnet qui se présente comme celui justement qui est capable de changer le sexe des enfants et qui est convaincu que les enfants sont neutres et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc ils vont rencontrer ce professeur aux États-Unis, eux ce sont des Canadiens, et au moment de la première rencontre, Bruce Reimer a 22 mois, presque 2 ans. Autant dire que pour tous ceux qui ont des enfants, vous savez qu'il y a 2 ans, l'identité est déjà très forte et que les enfants comprennent déjà un petit peu ce qui se passe autour d'eux. L'enfant a 2 ans, a presque 2 ans, et John Monnet va faire tout pour précipiter l'opération puisqu'il est convaincu que les enfants sont neutres jusqu'à 2 ans et que du coup il n'a que 2 mois pour convaincre les parents de faire cette opération. Les parents, en désespoir de cause, vont lancer cette opération. Et après une castration et diverses opérations, Bruce Reimer devient un Brenda Reimer et ses parents ont l'obligation de l'élever comme une fille en gardant le secret absolu. On est en 1967 quand cette opération se passe. Très rapidement, il y a des premiers signes que ça ne fonctionne pas. John Monnet est d'ailleurs consulté parce qu'il y a des problèmes avec l'enfant. Et malgré cela, en 1972, John Monnet va écrire un livre où il va relater cette expérience en la présentant comme un formidable succès. Ça va d'ailleurs être l'expérience qui va le faire connaître mondialement et qui va lui ouvrir un peu tous les plateaux télé, etc. Je suis toujours en retard en fait sur le truc. Du coup, ça va être effectivement quelque chose qui va être repris dans un livre. Et en 1972, donc il sort son livre et quelques mois plus tard, Anne Oakley, qui est une sociologue britannique, va généraliser cela et va dire, puisque les travaux de John Monnet nous ont prouvé qu'on pouvait élever, et c'était le cas des jumeaux, et pour eux un cas quasiment expérimental, puisqu'on a 2 jumeaux qui naissent identiques, on en élève un comme une fille, l'autre comme un garçon, et on voit qu'on a réussi. Et donc elle va généraliser ces travaux-là en disant, puisque on voit que tout ça est arbitraire,
qu'on peut élever les enfants selon le sexe et le genre que l'on veut, il faut comprendre qu'est-ce qui justifie cet arbitraire-là. Il faut déconstruire les stéréotypes de genre, aujourd'hui on dit, mais il faut déconstruire les règles, les normes qui imposent un genre aux enfants. Le problème, c'est que dès 72, on avait des doutes sur le fait que ça ne fonctionne pas bien, mais très rapidement, à 14 ans, Brenda Reimer ne s'est jamais sentie bien, n'a pas eu une scolarité normale, a eu beaucoup de difficultés, et à 14 ans fait une première tentative de suicide et demande à ses parents d'arrêter la thérapie. Elle refuse de revoir John Monet et du coup ses parents sont obligés, suivant l'avis médical des autres personnes qui la suivent, de lui révéler qu'en réalité elle est un petit garçon, qu'elle est née garçon. Immédiatement, elle va demander à arrêter son traitement hormonal et à ce qu'on appelle David. Et elle va redevenir, être élevée à 14 ans comme un garçon. À 18 ans, elle va refaire l'opération complète pour redevenir un homme. David Reimer va même se marier, mais tout ça laissera des séquelles très fortes dans la famille, puisque son frère Brian et lui-même vont se suicider à l'âge de 40 ans. 40 ans pour le premier, 44 ans pour le deuxième. Et ça, le plus grave, c'est que cette histoire-là, donc il s'est suicidé en 1997. Avant de se suicider, il a écrit un livre pour expliquer son calvaire. Il a témoigné. Il y a un reportage de la BBC qui est paru en 1997. Tout ça a été public. Et bien malgré tout, dans tous les livres que vous pouvez trouver, la majorité des livres que vous trouvez notamment dans les livres pour les étudiants en études de genre, l'expérience de John Monet est toujours présentée comme un succès et jamais personne, jusqu'à une date récente, n'a expliqué que ce qui était devenu David Reimer. Et c'est effectivement un des points à faire connaître, alors qui commence à être un peu plus connu, mais tout cela, effectivement, a été caché pendant très longtemps. Tout ça, donc, à partir de ces travaux-là, on a eu ce qu'on a appelé la Frenza. On a finalement les deux racines, la racine marxiste, la racine des travaux de Stoller et de Monet, et puis à partir de ça, on a un tronc commun qui est monté, qu'on a appelé longtemps la French Theory, puisque aux États-Unis, ils considèrent que la théorie du genre est une invention française. Aujourd'hui, en France, on considère que c'est une invention américaine, mais aux États-Unis, ils considèrent que c'est une invention française, puisqu'effectivement, les principaux leaders de ce mouvement-là